Bonjour et bienvenue sur RTL, Olivier Faure. Bonjour Thomas Soto. Après le drame de Nogent et la mort de cette surveillante de 31 ans poignardée par un élève, la réponse du gouvernement sur les ventes de couteaux aux mineurs, sur le plan santé mentale, est-elle la bonne selon vous ? Je ne vais pas critiquer le gouvernement qui est dans une situation compliquée, mais la réalité c'est qu'il passe à côté. Pourquoi ? Sur les portiques, sur l'interdiction de vente aux mineurs, la réalité c'est qu'on le voit bien avec ce jeune homme de Nogent qui a pris son couteau de cuisine. Donc je ne vois pas très bien ce qui empêcherait demain, sauf interdire l'accès aux tiroirs de cuisine pour les mineurs. Ça va être compliqué. Sur les portiques, tout ça a eu lieu à l'extérieur de l'établissement. Donc, on voit bien que... En présence des gendarmes. En présence des gendarmes, et ce qui montre bien que tout ce qui a été imaginé jusqu'ici n'est pas complètement de nature à nous rassurer. Maintenant, la question, c'est une question de santé mentale, effectivement. Le problème du plan de Yannick Noder, c'est que c'est un plan sans moyens. Et donc, la réalité, on la connaît. Aujourd'hui, vous avez un médecin pour 16 000 élèves. Vous avez une infirmière scolaire pour 1500 ou 1800 élèves. Et donc, on est sous-doté. Et avec une incapacité à saisir ce que sont les difficultés que rencontrent les jeunes, quand on connaît aussi les statistiques, avec un jeune sur deux qui a eu un problème de santé mentale dans les dernières années, le taux de... Mais ça, c'est le constat. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut mettre des moyens, il faut mettre des milliards pour le coup. Il faut mettre à la fois des moyens, on va faire une priorité. Ça fait longtemps que nous prenons, le fait que la santé mentale des jeunes soit une priorité. Ça suppose aussi de veiller à ce que la société française soit une société moins violente. La réalité, c'est que nous sommes baignés dans un univers qui est un univers de violence. On parle des jeux, on parle des séries, on parle... quelle est en fait la déshumanisation ? Elle est en réalité partout. Y compris jusqu'aux conflits qui sont ceux du monde aujourd'hui, avec des images qui nous proviennent du monde entier, où désormais on a accès à cette idée que finalement la mort, la vie, tout ça n'a pas grande importance. Donc, quand on voit Emmanuel Macron, lui, premier témoignage, il s'en prend à ceux qui, dit-il, préfèrent brainwasher, autrement dit laver le cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Il a l'impression qu'il relativise un peu tout ça. Il a raison ou il est à côté de la plaque, le chef de l'État ? Il a tort de relativiser, parce que quand les faits divers se multiplient... Déclaration avant le drame de Nogent. Oui, bien sûr, mais enfin, les faits divers sont nombreux. Il y a 45 homicides par an qui sont liés à des mineurs. Alors, pour une bonne part liés au narcotrafic, et c'est l'une des guerres que nous devons mener, en fait, même une guerre mondiale, en réalité, contre le narcotrafic, mais il y a aussi tous ces jeunes qui déplombent, et donc, quand on a une addition de faits divers, ça devient un fait de société. Le Premier ministre François Bayrou va annoncer d'ici un mois comment il compte faire les 40 milliards d'économies qu'il juge nécessaires pour le budget de l'an prochain, alors que la Banque de France, on en parlait tout à l'heure, vient de baisser ses prévisions de croissance à 0,6. On est parti de 0,9, on est maintenant à 0,6. François Bayrou était très clair, il dit « Nous allons demander un effort à tous les Français ». Si la copie ne vous convient pas, Olivier Faure, est-ce que vous censurez le gouvernement ? Bien sûr, la censure, elle est toujours possible. Moi, j'avais dit que nous pouvions passer un pacte de non-censure avec le gouvernement à une condition, c'est qu'il n'y ait plus jamais l'usage du 49.3, ce qui oblige à des compromis. Si on passe plus en force, on est obligé de trouver des majorités de projets et qu'on respecte l'idée d'un changement de cap. Ce pacte n'existe pas. Ce pacte n'existe pas. Donc s'il y a 49.3, il y aura censure. Ça sera aussi simple que ça ? Ce sera effectivement aussi simple que ça, mais ça suppose que dans l'intervalle, le Premier ministre accepte l'idée qu'il n'a pas de majorité absolue. Nous n'en avons pas, il n'en a pas. Ça suppose qu'à un moment, on fasse des efforts pour trouver des compromis qui ne satisferont jamais personne à 100%. Et on aura l'élection présidentielle de 2027 pour remettre les compteurs et aller plus loin les uns ou les autres. Mais dans l'intervalle, ce qu'il faut, c'est répondre à ce que les Français nous ont demandé. Que nous ont-ils dit ? Ils nous ont dit, vous n'aurez la majorité ni les uns ni les autres. Donc ça suppose maintenant qu'il y ait une forme, non pas d'entente, mais de compromis, qui sont des compromis provisoires, mais qui permettent d'avancer. On ne peut pas accepter l'idée d'un immobilisme pendant les prochaines années. Le pays a besoin d'être gouverné. S'attaquer à certaines niches fiscales, c'est une bonne idée ou pas ? Amélie de Montchalin disait ici même avant-hier, on ne touchera pas au CESU, un chèque emploi-service, pour les gardes d'enfants, ni pour les nounous, ni pour l'accompagnement des personnes âgées. En revanche, pour tout le reste, c'est ouvert. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais enfin, bien sûr. Oui, vous êtes d'accord là-dessus ? Je suis d'accord pour que ça s'attaque aux niches fiscales, qui sont en fait, c'est 200 milliards par an les niches fiscales. Alors, je ne suis pas sûr que les niches fiscales, alors celle dont elle parle, c'est une niche qui est une niche coûteuse, donc effectivement, elle rapporte, mais il y a aussi, aujourd'hui au Sénat, en février, nous avons voté à l'Assemblée une proposition de loi qui permet de fixer un impôt plancher pour les gens qui ont une fortune
supérieur à 100 millions d'euros et qui serait donc le barème, c'est 2% de ce patrimoine, de cette grande fortune chaque année qui doit être imposé. Et quand les impôts qu'ils payent n'atteignent pas ces 2%, eh bien on prélève la différence. Et donc, cet impôt, il est aujourd'hui en débat au Sénat. C'est une taxe qu'on a appelée la taxe Zuckman et qui, aujourd'hui, rapporterait entre 15 et 25 milliards. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement s'y oppose. Des sous, on en cherche partout, on en a besoin pour financer les retraites, alors que le conclave doit s'achever dans une semaine. Le MEDEF l'a dit avant-hier, il ne veut pas toucher à l'âge de départ à 64 ans. Vous y croyez à ce conclave ou là encore, ça ne sert à rien? J'aurais aimé que ce conclave ne soit pas enfermé dans les préconisations du Premier ministre, qui lui-même a tué le principe du conclave en expliquant que les convictions du MEDEF sont ses convictions propres, c'est pas celle du Premier ministre. C'est pas une surprise que le MEDEF ne veuille pas toucher à l'âge légal. Non, ce n'est pas une surprise. En revanche, ce qui était une surprise, c'est que le Premier ministre lui-même dise qu'il ne toucherait pas à l'âge légal. À partir de ce moment-là, les dés sont pipés. Et la réalité, quelle est-elle? C'est qu'on nous dit, mais regardez, aujourd'hui, quand la France produit 100 euros de richesse nouvelle, on en prélève 14 pour nos retraites. Mais quand vous faites l'exercice, demandez à vos voisins, à vos amis, à vos parents, qu'êtes-vous prêt à faire pour les retraites? Moi, quand je pose la question aux gens en leur disant, quand on crée 100 euros de richesse, est-ce que vous êtes prêt à mettre 14 euros pour vos parents, pour vos grands-parents? La réponse est oui. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 14,50 €? La réponse est encore oui. La réalité, c'est que ce sont des choix de société qu'il faut réaliser et que nous avons d'autres moyens que ceux qui sont aujourd'hui proposés. Mais là, aujourd'hui, c'est un débat qui mérite d'être... Et qui arrive au Parlement, c'est on ne touche pas à l'âge légal à 64 ans. Vous dites, là, pour le coup, on va censurer, ou vous dites non, on va rester un peu la béquille du gouvernement au nom de la stabilité? Est-ce que la stabilité est plus importante que les convictions? Non, la stabilité, en fait, elle est possible, y compris avec des changements de gouvernement. Moi, ce que je souhaite, c'est... Enfin, je ne sais pas ce que donnera le conclave in fine. Je ne sais pas. Je sais aussi que... en avoir une idée. Chacun montre les muscles. Oui, enfin, on sait aussi que c'est dans le money time que tout se négocie. Ouais. Et que donc, il y a encore la possibilité éventuelle d'avancer. Moi, ce que je dis au MEDEF, c'est que il faut quand même qu'il entende ce que les Français ont à dire. En fait, on ne peut pas considérer et mépriser à ce point-là, à la fois ceux qui ont manifesté, mais aussi ceux qui ont voté aux européennes, ceux qui ont voté aux législatives, et faire aujourd'hui, y compris, fi de ce qu'est le Parlement. Il y a une semaine, il y a eu une résolution qui a été proposée par le groupe GDR qui demandait le retour à 62 ans. Cette résolution a été votée très largement et les députés du bloc central ne se sont même pas mobilisés. C'est un sujet de censure ou pas C'est un sujet de censure. Tout est sujet de censure. Tout est sujet de censure. Olivier Faure, et tout est sujet de compromis aussi. Enfin, moi, ce que je veux dire là, c'est que la main, elle est jamais... Enfin, il ne s'agit pas de dire que nous allons être pavloviens et que nous allons systématiquement déclencher la censure, etc. Simplement, ça suppose qu'il y a en face de nous un pouvoir qui négocie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il nous reste une minute pour parler de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, qui est au centre de rétention, qui a même été à l'isolement, semble-t-il, en attente de son expulsion d'Israël, après que son bateau, qui menait une opération de communication humanitaire pour Gaza, a été intercepté par l'armée israélienne. Est-ce qu'elle est une victime? Est-ce que vous la soutenez, Rima Hassan? Mais... moi, je crois que le sujet, c'est pas Rima Hassan. En fait, vous connaissez le proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot ou le fou montre le doigt. Je crains qu'aujourd'hui, eh bien, plutôt que de regarder ce qui se passe à Gaza, on nous parle de Rima Hassan. Et pour moi, ça n'est pas le sujet. Rima Hassan est à la fois une députée européenne, elle est palestinienne d'origine et elle se bat pour cette cause depuis très longtemps et je crois que personne ne peut lui contester sa sincérité. Maintenant... Est-ce que la mise en scène de toute cette aventure vous pose problème ou est-ce que vous dites finalement c'est un moyen de parler du sujet? C'est un moyen de parler du sujet. On peut contester, on peut dire que c'est instrumentalisé, tout ça est certainement vrai. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Et je vois qu'il y a maintenant une marche pour Gaza qui passe par l'Égypte, qui va être de la même façon interdite et qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, tous les témoignages de tous les humanitaires, de tous les médecins, de tous les pédopsychiatres qui arrivent, etc., sont tous consternants. Quand on voit, en fait, y compris, on parle des morts, mais quand on parle aussi des amputés, quand on parle de tous ces enfants qui ont vécu la guerre de cette manière-là, qui sont dans une enclave, qui ne peuvent pas en sortir, qui sont dans une situation impossible, mais il y a une alerte à donner, et évidemment, il faut le faire par tout moyen. Et donc, je considère que rien n'est de trop pour parler de Gaza aujourd'hui. Dernière question rapidement à propos de LFI. Quand il est venu ici il y a quelques jours, celui qui était encore votre rival pour prendre la tête du PS, Nicolas Maillard-Rossignol, a été on ne peut plus clair.
il n'y aura aucun accord électoral, ni au municipal, ni à la présidentielle avec LFI. Est-ce que vous êtes aussi affirmatif et aussi définitif? Mais ça n'était pas un débat. En fait, la réalité, c'est que nous n'irons pas derrière Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, et tout le monde le sait, et il n'y aura pas d'accord national au municipal avec les Insoumis. Ni à la présidentielle. Ni à la présidentielle. Merci beaucoup à vous, Olivier Faure, d'être venu sur RTL ce Merci matin. à vous. Dans un instant, c'est Philippe Cavrivier.